de la mathématisation de la nature, nous avons décrit comment les anciens voyaient le mouvement, concevaient le mouvement de façon cohérente avec leur description du cosmos. Et bien, à présent, nous allons voir comment tout ce bel échafaudage va complètement voler en éclats avec Galilée. Alors, Galilée est le premier à avoir donc construit une loi mathématique de la nature à l'occasion, excusez-moi, du traitement de la chute des corps, l'analyse de la chute des corps. Alors, d'abord, ce sur quoi je voudrais bien insister, c'est sur le fait que de la part de Galilée, il ne s'agit, mais alors absolument pas, d'un processus empirique. C'est pas du tout une découverte empirique. Il y a une célèbre expérience dont vous avez peut-être déjà entendu parler, on va en parler dans un instant. Il y a une célèbre expérience dans laquelle Galilée propose donc un test empirique de sa loi de la chute des corps, et parfois certains imaginent que c'est en faisant cette expérience mille et mille fois qu'il a eu l'idée de la loi de la chute des corps. Bon, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il possédait la loi de la chute des corps qu'il a pu produire une expérience, qu'il a pu imaginer une expérience susceptible de la valider, hein. Mais je vais vous dire pourquoi cela ne peut pas marcher ainsi. C'est que Galilée affirme quelque chose qui n'est absolument pas vérifiable empiriquement. Il affirme que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, dans le vide. Et cela n'est absolument pas vérifiable, du moins dans les conditions de l'époque, hein. Alors, on a longtemps prêté à Galilée des expériences un peu fantaisistes, comme la célèbre expérience de la tour de Pise. Alors ça, c'est Alexandre Coiré, dont j'ai déjà parlé, qui donne cet exemple. Tiens, d'ailleurs, vous reconnaissez ici peut-être le portrait que que l'éditeur a mis en couverture. Dans les études d'histoire de la pensée scientifique, Alexandre Coiré fait un chapitre passionnant sur Galilée, l'expérience de la tour de Pise, puisque en fait, Coiré remarque qu'il y a maintes historiens qui relatent une expérience très étrange, une expérience étonnante, l'expérience de la tour de Pise. Il remarque qu'aucun de ces historiens n'ont assisté à cette expérience, enfin du moins aucun ne cite non, pardon, aucun des familiers de Galilée ne cite cette expérience, voilà, ni Galilée bien sûr, et pour cause. Ce sont les historiens en fait qui vous narrent cette expérience. Alors, Galilée, oui, alors cette expérience de la tour de Pise, Galilée, après la découverte des astres médicéens, avait été nommé mathématicien principal de la cour de Florence. Et en tant que tel, donc il était professeur d'université, et l'université était à Pise, hein. Pise, c'est en Toscane, c'est un territoire florentin, si vous voulez. Et donc, à Pise, c'est très commode, parce que comme vous savez, il y a une tour et elle est penchée. Donc, on peut y faire des expériences passionnantes sur la chute des corps. Galilée montre. Alors, ça, c'est dans. Attendez, c'est dans un historien qui s'appelle Émile Nammer, malheureux, qui sera resté pour la postérité pour ce magnifique bidonnage. Searcher of the Heavens, New York, 1931. Émile Nammer. Galilée monta les degrés de la tour penchée, calme et tranquille, malgré les rires et les cris de la foule. Il comprenait bien l'importance de l'heure. Au sommet de la tour, il formula une fois de plus la question, dans toute son exactitude. Si les corps tombants arrivaient à terre, en même temps, il avait remporté la victoire. Mais s'ils arrivaient à des moments différents, ce seraient ses adversaires qui auraient raison. Tout le monde accepta les termes du débat. On criait « Faites la preuve !» Les moments étaient venus. Galilée lâcha les 2 balles de fer. Oui, donc une balle creuse et une balle pleine, je crois. Tous les yeux étaient levés, un silence, et l'on vit les 2 balles partir ensemble, tomber ensemble, et ensemble toucher terre, au pied de la tour. Voilà, c'est tiré de Émile Nammer. Cette expérience est complètement bidon, il l'a jamais faite, parce que tout simplement ça ne marche pas. S'il avait fait cette expérience aurait donné tort à son hypothèse, car l'hypothèse de Galilée, c'est que les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Dans le vide, mais dès qu'on est dans l'air, les choses sont complètement différentes, hein. Alors, pour le prouver, Galilée a de multiples arguments. Il a d'abord un argument par analogie, d'une
très belle, d'une très grande élégance, hein, et je vais vous le restituer. Imaginons en fait deux corps de même dimension, dont l'un soit beaucoup plus lourd que l'autre. Donc voilà, une balle de liège et une balle de plomb. Si nous les laissons tomber dans l'air, nous apercevrons qu'ils ne tombent pas exactement à la même vitesse et que le corps le plus lourd va arriver au sol un peu avant le corps le plus léger. Bon. Galilée propose le raisonnement suivant. Euh, si nous changeons de milieu et que nous prenons un milieu plus dense que l'air, c'est-à-dire par exemple, on va prendre de l'eau, on va faire tomber dans ce cas-là la bille de liège et la bille. Attends, on va pas prendre du liège, on va prendre du chêne, hein. Une bille de chêne et une bille de plomb dans l'eau, on verra que la bille de plomb arrive toujours avant la bille de chêne, hein, leur mouvement est beaucoup plus lent, beaucoup plus ralenti du fait de la densité du milieu, et surtout l'écart sera plus important entre la bille de chêne et la bille de plomb. Si maintenant on prend un milieu encore plus dense, par exemple de l'huile, on renouvelle l'expérience et on va voir que la bille de plomb arrive toujours avant la bille de chêne dans l'huile, mais l'écart sera encore plus important que dans l'eau. Et si on prend un milieu encore plus dense, comme par exemple le mercure, eh bien, alors dans le mercure, est-ce que le plomb ne flotterait pas dans le mercure? C'est une bonne question, je ne suis pas sûr de la réponse. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus le milieu est dense, plus l'écart sera important entre les deux mobiles. Bon. Et donc, par analogie, Galilée demande, mais dans ce cas-là, qu'arrivera-t-il si le milieu choisi n'a plus aucune densité, s'il n'y a plus de milieu? Quelle raison y aurait-il que les deux mobiles n'atteignent pas le sol au même moment? C'est-à-dire qu'en fait, par ces raisonnements par analogie, Galilée met en évidence le fait que la différence de vitesse est due non pas à la masse, mais plus précisément à la réaction du milieu par rapport à la masse. C'est-à-dire qu'en fait, la masse ne joue pas sur la chute elle-même, la masse joue sur la résistance du milieu. Plus la masse est importante, plus le mobile aura de facilité à chasser les petites parties de la matière qui se trouvent devant lui. C'est comme ça que Galilée l'explique dans ce livre. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire montrer. Je l'attrape. Dans ce livre formidable qui s'appelle donc Les discours concernant deux sciences nouvelles, 1638, hein, que Galilée a publié après sa condamnation par le tribunal de l'Inquisition. Le tribunal de l'Inquisition l'a condamné donc à la résidence surveillée, en somme, hein, dans un palais. Et c'était des conditions apparemment très, très favorables, très bonnes pour continuer ses recherches et enfoncer le clou. Bon, et voilà, donc dans les discours sur les deux sciences nouvelles, en 1638, Galilée montre ça. Alors il y a un autre raisonnement qui est admirable aussi, parce que c'est un raisonnement qui est en fait, c'est même pas un raisonnement empirique, c'est vraiment presque un raisonnement comme en mathématiques, en fait, où il n'y a pas d'expérience, hein. Galilée propose un raisonnement par l'absurde, dans lequel il propose de prendre complètement à revers, la théorie d'Aristote. La théorie d'Aristote, c'est que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à sa masse. Bon. Et Galilée va prouver que ce principe est archi faux, hein, au moyen d'une expérience de pensée. Imaginez que nous prenions deux mobiles. Ah, attendez, je cherche deux mobiles de taille semblable. Excusez-moi. Voilà, je suis allé chercher du matériel de pointe. Donc on prend deux mobiles, euh, dont l'un est très pesant et l'autre très peu pesant. Bon, ceci est une sphère, hein. On pourrait croire que c'est un bouton, mais en fait c'est une sphère.
Et donc, selon la théorie d'Aristote, ce mobile-ci, étant plus pesant, va tomber beaucoup plus vite que celui-ci. Ou au moins, on pourra observer une différence dans le moment où ils arriveront au sol. Alors, selon la théorie d'Aristote, puisque l'un des deux mobiles va beaucoup plus vite que l'autre, si nous nous avisions de lier les deux ensemble au moyen d'une petite ficelle, je n'en ai pas, bon, enfin, vous pouvez l'imaginer, si on faisait un beau paquet, on aurait un mobile qui serait très intéressant, puisque, voyez-vous, ce nouveau mobile sera composé de celui-ci qui tombe vite, celui-ci qui tombe pas très vite. Donc, si on les dit ensemble, en fait, le nouveau mobile aura une vitesse moyenne, euh, comprise entre la vitesse du plus gros et la vitesse du plus petit. Hein. C'est-à-dire que, en fait, à chaque instant de la chute, si on attache ensemble ces deux mobiles, hein, à en croire Aristote, à chaque instant de la chute, on a ici un mobile qui tire, le mobile lourd qui tire sur le mobile léger qui retient en fait la chute du mobile lourd. Donc en fait, leur vitesse totale sera comprise quelque part entre la vitesse de celui-ci et la vitesse de celui-là. Bon, ça c'est la première conséquence qu'on peut tirer d'Aristote. Mais par ailleurs, toujours à la lumière de la même théorie d'Aristote, ce mobile-ci est plus lourd que ce mobile-là. Donc, si on suit le principe de proportionnalité, cher à Aristote, alors puisque ce mobile composé est plus lourd que le mobile simple, eh bien, dans ce cas-là, sa chute doit être plus rapide que celle du mobile simple. Et donc, en fait, on se retrouve avec des conséquences absurdes. C'est un raisonnement par l'absurde, hein. C'est-à-dire que le mobile composé devra d'un côté être plus rapide que le mobile simple, mais de l'autre côté, il devra être également plus lent que le mobile simple. Et donc, on a là, en fait, un principe qui est aberrant, hein. C'est tout simplement ce que veut montrer Aristote. Il n'y a même pas besoin de réaliser l'expérience. C'est tout simplement ce que veut montrer Galilée, pardon. Il n'y a même pas besoin de réaliser l'expérience, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tout simplement, si vous imaginez, je sais pas moi, un boulet creux, un boulet en acier creux, rempli de petites billes d'acier. Lorsque le boulet creux tombe, en fait, toutes les parties tombent à la même vitesse. Il n'y a pas certaines parties qui sont... Enfin, en fait, selon la dynamique d'Aristote, il faudrait que les petites billes à l'intérieur du grand boulet creux se retrouvent collées au plafond, si vous voulez, du grand boulet et limitent la vitesse du grand boulet. Mais c'est aberrant. En réalité, c'est pas ce qui se passe. Quand on fait tomber un boulet, toutes les parties, qu'elles soient légères ou lourdes, tombent exactement à la même vitesse. Hein, parce que au fond, la vitesse de chute n'est pas déterminée par la masse de l'objet. En fait, la masse de l'objet influe simplement sur la facilité à vaincre la résistance du milieu. Hein. Mais en soi, si on était dans le vide, tous les corps tomberaient exactement à la même vitesse. Un piano à queue ou une plume tomberait exactement à la même vitesse si on était dans le vide. Bon. Alors, on pourrait se dire, bah, dans ce cas, il suffit de réaliser l'expérience pour le montrer. Eh oui, mais non, parce que Galilée considère que le vide n'existe pas, que le vide est une fiction, hein, une pure vue de l'esprit, parce qu'il fait partie de ces philosophes qui ne croient pas dans le vide. Donc en fait, il formule ici une loi qui ne peut pas être réalisée, qui ne peut pas être observée directement, qui ne peut pas être attestée par une expérience. Hein. En tout cas, ce qui est très important, c'est que par ce raisonnement, Galilée a réussi à prouver que le mouvement n'était pas proportionnel à la masse et que le mouvement, autrement dit, n'était pas une propriété du corps. Alors, en cela, il rejoint d'autres penseurs comme Giordano Bruno, dont on avait déjà parlé, qui affirmait déjà pour sa part que le mouvement était relatif, hein, que le mouvement était lié à un référentiel. Oui, alors le boulet de Descartes, oui, j'en ai déjà parlé plus haut. Alors, à partir de là, Galilée va établir ce qu'on a appelé la célèbre loi des carrés. Alors, la loi des carrés, on peut la comprendre très facilement à partir du petit tableau que je vous ai mis ici. Soit un mobile qui tombe en chute libre. Alors, imaginons dans le vide, idéalement dans le vide ou dans un milieu, disons dans un milieu qui s'oppose peu au mouvement, hein, mettons. Au bout de 0 secondes, enfin au point de départ, quand 0 secondes se sont écoulées,
Le mobile n'a fait aucune distance. Au bout d'une seconde, on va fixer par convention que le mobile a fait une distance de 1. Ne me demandez pas 1 quoi, peu importe, on dit une mesure. On va décider que voilà, la mesure de référence, c'est en fait la distance parcourue par le mobile, je veux dire, en une seconde. Eh bien, au bout de 2 secondes, le mobile aura parcouru 4 de ces distances, en 3 secondes 9 de ces distances, en 4 secondes 16 de ces distances, en 5 secondes 25 de ces distances, etc. etc. C'est ça la loi des carrés. Autrement dit, la loi des carrés, on peut la formuler autrement. La distance parcourue par un objet en chute libre est proportionnelle au carré des temps. C'est-à-dire que pour passer de la première à la deuxième ligne, eh bien, en fait, on élève le temps au carré, hein, et c'est comme ça qu'on obtient la distance parcourue par le corps durant sa chute. Bon. Cette intuition est une intuition absolument inédite. Personne n'avait jamais imaginé que le mouvement de chute d'un corps pouvait être déterminé avec une précision mathématique. Ce qui frappait au contraire les anciens, je vous l'ai dit, c'est l'irrégularité du mouvement, c'est le fait que voilà, la feuille de chêne, la feuille de saule, la feuille de peuplier ne tombe jamais de la même façon. On ne peut pas trouver un principe commun entre elles, etc. Eh bien Galilée montre que tout cela est faux, qu'en fait c'est le même phénomène dans tous les cas, et que de plus ce phénomène peut être mathématisé, peut être décrit mathématiquement. Alors, comment le décrit-il? Est-ce qu'il le décrit au moyen, comment le trouve-t-il, pardon? Est-ce qu'il le trouve au moyen d'une méthode empirique? On a longtemps dit que c'est en fait en observant des mobiles tombés qu'il a fini par noter plein de résultats à la fin, se dire oh formidable, ça y est, j'ai trouvé, c'est la loi des carrés, évidemment. Hein, non, c'est absolument faux, c'est pas du tout comme cela que Galilée a procédé. Ça, c'est l'image d'Épinal. La méthode empirique n'est pas du tout la méthode galiléenne. En fait, Galilée part d'une hypothèse mathématique, c'est l'hypothèse de l'accélération uniforme. C'est-à-dire que, en fait, il se dit, bon, lorsqu'un corps chute, mettons dans le vide ou dans l'air, euh, il connaît une accélération, c'est-à-dire qu'au départ, il n'a aucune vitesse, puis il acquiert un peu de vitesse, puis encore davantage de vitesse, puis de plus en plus de vitesse. Donc, cette accélération, comment la décrire? Comment peut-on décrire l'accélération d'un corps? Est-ce qu'elle est constante ou bien est-ce qu'elle varie au cours du temps? Alors au départ, il va partir de cette idée que l'accélération varie au cours du temps et que l'accélération elle-même est d'autant plus importante à mesure que le mouvement avance. Bon, et en fait, alors là, il se retrouvait confronté à un problème mathématiquement insoluble avec les outils de son époque. Donc, il a changé d'hypothèse. Il s'est dit, non, l'accélération, au fond, pourquoi changerait-elle? L'accélération, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est le pouvoir d'attraction de la Terre sur les objets qui sont autour de nous. Cette attraction est toujours la même. Pourquoi devrait-elle changer? Enfin, quelle raison y aurait-il que l'accélération change? Il faudrait, dit-il, il faudrait qu'il y ait en quelque sorte comme un petit ange qui, à chaque instant, ajouterait de l'énergie au corps en train de chuter. Mais une telle hypothèse est aberrante, hein, et donc on n'a pas à la prendre en compte. On va plutôt partir du principe que l'accélération est constante. Bon. Donc, sur cette hypothèse d'une accélération constante, Galilée va en déduire comment on va calculer la vitesse de chute d'un corps, et de là, comment on va calculer la distance qu'il parcourt en fonction du temps. C'est là une déduction entièrement mathématique, dont je vous fais grâce, et qui ne repose sur aucune expérience. C'est du calcul. Hein, c'est du calcul. Et c'est au moyen de ce calcul qu'il parvient à trouver que les distances sont proportionnelles au carré des temps, hein, par des moyens donc entièrement mathématiques. Alors ensuite, il y aura un processus expérimental pour attester la loi des carrés, hein, c'est la fameuse expérience des plans inclinés. Alors, il y a oui, l'expérience des plans inclinés, c'est-à-dire que Galilée a mis au point une sorte de système, comme vous voyez ici. Ça, c'est une photo oui, d'un essai de reproduction du plan incliné de Galilée. C'est une rampe qu'on peut voir à Florence, dans la maison natale de Galilée. Bon, enfin, c'est postérieur, hein, à l'expérience de Galilée. Vous voyez, Galilée, en fait, et c'est ce qu'il décrit dans cet ouvrage, il va voir un charpentier et il lui demande de confectionner un chevron d'environ 4 mètres de long. Enfin, je ne sais plus quelles sont les mesures qu'il utilise, des toises,
quelque chose comme ça, et bon, ça équivaut à 4 mètres à peu près, parfaitement rectiligne, creusé d'une gorge en V. D'accord? Donc avec un profil en V sur la surface supérieure du chevron. Alors, en bois très très dur, en bois de chêne, etc. Donc il lui demande de parfaitement creuser une gorge rectiligne, parfaitement rectiligne, de la polir, et lui-même va ensuite tapisser cette gorge avec du papier huilé de façon à obtenir en fait le moins de frottement possible, et il va faire circuler une bille en acier, donc très très dur, hein, sur ce parcours. Et alors vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il avec la loi de la chute des corps? C'est pas une chute des corps, c'est un mobile qui descend, qui roule en fait, c'est pas du tout un cas de chute des corps. Et si, en fait, c'est un cas de chute des corps parce que là, à chaque fois que le mobile roule, en fait, que se passe-t-il quand le mobile roule? Quand il a, vous voyez, ce mouvement-ci, c'est bien un cas de chute, mais contrarié par le plan qui lui résiste, hein, qui lui oppose une résistance. Donc c'est bien un cas de chute. Mais Galilée, en fait, invente ce dispositif pour, en quelque sorte, diffracter le temps de la chute, le moment de la chute, afin de pouvoir mieux l'observer. Alors c'est très étonnant, vous voyez, parce que d'un côté, il réduit les frottements, il réduit tout ce qui risquerait de parasiter la pureté du mouvement, et d'autre côté, il augmente au contraire le facteur du temps pour pouvoir mieux observer le mouvement de chute. Bon, et alors, il a un énorme problème de technique qui se pose à lui, hein, Galilée, c'est le problème de la mesure du temps. C'est bien sûr ce problème-là qui l'oblige à recourir à cet artifice des plans inclinés, c'est-à-dire que les outils dont on dispose à l'époque pour mesurer le temps sont extrêmement sommaires. C'est-à-dire que, grosso modo, on dispose du pouls, hein, pour mesurer des petites quantités de temps, et on dispose de la clepsydre, mais il n'y a rien qui soit beaucoup plus précis que cela. En fait, l'horlogerie moderne se fondera sur la découverte de la loi de la chute des corps. Et c'est Galilée lui-même qui, toujours dans cet ouvrage, établira le principe fondamental de la chronométrie moderne, à savoir le principe du pendule. Hein, le pendule, le pendule isochrone, que vous avez dû étudier, je pense, en classe de seconde. Enfin, je sais pas, un pendule isochrone, bon, c'est un mobile, toujours le même, suspendu par une corde, et puis on l'éloigne de voilà, on l'éloigne de la verticale, et on l'observe osciller. Il se trouve que la période d'oscillation du pendule est toujours la même, quelle que soit l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire, si vous lâchez, attendez, je vais essayer de rentrer dans le cadre, si vous lâchez le mobile à l'horizontale du point d'attache, ou bien si vous le lâchez très très près de comment dire, de la hauteur, quoi, de la verticale, hein, la période d'oscillation sera toujours la même. C'est-à-dire que le temps qui s'écoule entre deux passages du pendule à la verticale sera toujours le même. Si vous prenez, ça dépend uniquement, c'est uniquement en fonction de la longueur de corde. C'est tout. Mais en fait, l'amplitude du mouvement ne joue absolument pas. Si vous avez une grande amplitude parce que vous avez lâché le mobile de très haut, alors à ce moment-là, en fait, effectivement, la vitesse sera très rapide, mais en fait, comme il parcourt beaucoup de distance, finalement, le temps qui s'écoule entre deux passages à la verticale sera exactement le même que si vous lâchez le pendule très très près de la verticale, auquel cas il va très lentement, il va osciller d'un point à l'autre de façon très lente, mais finalement toujours dans la même durée de temps. Et cela, c'est Galilée qui l'a démontré en s'appuyant justement sur la loi de la chute des corps, dont il avait démontré la nécessité. Par conséquent, le principe du pendule isochrone ne peut pas être mobilisé pour la description du mouvement de chute des corps, puisque c'est le mouvement de chute des corps qui justifie en fait le pendule isochrone. Bon,
Alors, il y a une façon de se tirer de ce problème de la chronométrie que je trouve magnifique chez Galilée. Vous voyez ces petites choses, là, ces petits sabots qui sont disposés à intervalles irréguliers. Ce sont en fait des clochettes, des petits portiques qui tirent une clochette. C'est-à-dire que Galilée a trouvé ce moyen magnifique d'utiliser en fait l'oreille pour détecter pour mesurer le temps. En fait, il va disposer le long de sa rampe des cloches à une distance 1, 4, 9, 16. Je ne pense pas qu'il aille au-delà. Et en fait, il observe si dans ces conditions, les clochettes au passage de la bille rendent un son régulier. Et en fait, voilà, il vérifie par ce moyen que le corps parcourt bien des distances qui sont proportionnelles au carré des temps. Alors, voilà, la solution des clochettes. Euh, Conséquence morale de cette histoire, lorsqu'on a essayé de reproduire l'expérience de Galilée au XXe siècle, on s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. En fait, là, si vous observez, là, les distances, c'est pas 1, 4, 9. Hein, ces trois-là ne sont pas à des distances de 1, 4, 9, 16, 25. En fait, les conditions de l'expérience des plans inclinés, aussi habiles, aussi intelligentes soient-elles, les conditions introduisent trop de frottement et ne permettent pas d'établir, vérifier expérimentalement la loi de la chute des corps. Mais disons que ce qui compte, c'est pas tellement ça. Ce qui compte, c'est toute l'élaboration mathématique qui conduit à ce résultat. Hein. Voilà. Alors je terminerai en disant deux mots sur l'expérience. Non, la fameuse expérience de la tour de Pise n'a jamais eu lieu. Non, Galilée n'est pas un empiriste. Il y a pas, en fait, les expériences dans le vide, il n'y croit même pas. Donc, voilà, et non seulement c'est techniquement impossible, de toute façon, il n'y croit pas. Hein. En fait, cette expérimentation scientifique dont j'ai parlé obéit à une conception qui est purement théorique. Hein. Je veux dire, il ne serait jamais parvenu au résultat de la loi des carrés en faisant simplement des croquis, des tableaux, et puis en, en recommençant l'expérience mille et mille fois. Autrement dit, ce n'est pas l'expérience qui génère la théorie scientifique, c'est la théorie scientifique qui génère l'expérience. C'est cela vraiment, en fait, qui est la nouveauté dans la physique moderne. Hein. C'est ce sur quoi d'ailleurs Alexandre Coiré insiste beaucoup. Je vous ai mis une citation un peu plus bas de Coiré. Sans explication, il n'y a pas de théorie scientifique. C'est ça, en fait, la modernité en science, c'est de comprendre qu'on ne doit pas partir de l'expérience, mais qu'on doit partir des théories. Hein. Alors souvent, on a complètement caricaturé cette position en disant mais non, mais les Grecs en fait c'est des théoriciens, ils comprennent pas rien à l'expérience, ils font jamais d'expérience, ils croient dans leur théorie, mais ils n'expérimentent pas. C'est faux, c'est parfaitement faux. La physique des Grecs elle est complètement empirique, hein, elle dépend complètement de l'expérience, elle colle totalement, mais beaucoup trop à l'expérience. Hein. Et en fait, la modernité de Galilée, c'est de réintroduire de la théorie contre l'expérience. Hein. Alors, cela modifie complètement le rapport de l'homme à la nature dans un passage célèbre de la critique de la raison pure en 1784. Kant fait allusion et rend hommage même à Galilée et à ses expériences de plans inclinés. Hein, et il fait l'analyse suivante. Galilée a forcé la nature à répondre à ces questions. Galilée ne se, comment dire, Galilée n'est pas un simple spectateur occupé à contempler la nature, à regarder ce que la nature veut bien lui révéler, lui dire, hein, lui apprendre, mais Galilée a forcé la nature à répondre à ces questions comme un juge force le prévenu à répondre à ces questions. Et Kant emploie cette double analogie, la raison devant la nature ne se tient pas comme l'écolier devant le maître, hein, qui se laisse dire sa leçon par le maître, mais plutôt comme euh, le juge devant le prévenu, qui oblige le prévenu, qui contraint le prévenu à lui dire la vérité. Hein. Et donc, vous voyez, cette expérience du plan incliné, c'est une façon de forcer la nature à dire la vérité, hein, de contraindre la nature. C'est pour ça que c'est une idée magnifique, même si empiriquement ça marche pas, parce que oui, histoire de frottement, de papier huilé, son fiche, enfin, c'est pas ça qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est l'idée de forcer la nature à répondre à la question.
Et j'ajouterais plus généralement qu'on ne voit que ce que l'on est préparé à voir. Vous vous souvenez de la lunette astronomique, hein, je veux dire, la lunette astronomique, elle existait 20 ans avant que Galilée ne l'utilise pour regarder la Lune. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on l'a utilisée pour regarder les bateaux, pour regarder plein de choses, mais personne n'avait eu l'idée de la braquer sur la Lune. Pourquoi? Parce que tout le monde croyait savoir ce qu'il y avait sur la Lune, savoir un astre parfaitement lisse, hein. Et Galilée, qui lui avait compris, grâce à Copernic, que la description einsteinienne de la nature, enfin la description antique du cosmos était fausse, il avait compris qu'en regardant la Lune, on allait trouver la même chose que sur Terre, des vallées, des cratères, des montagnes, des choses comme ça, hein. De façon plus générale, on voit ce que l'on est prêt à voir. C'est ainsi qu'un maçon dans une ville ne voit pas la même chose qu'un sociologue. Un maçon, il voit l'appareillage des pierres, il voit les techniques employées, il voit si c'est neuf, ancien, si voilà, quand il se promène à Figeac, ah telle maison, c'est sûr, elle a été retapée dans les années, je sais pas, 80 et telle autre dans les années 70, parce que on voit bien, c'est pas les mêmes outils, c'est pas voilà, le maçon va avoir toutes ces subtilités là parce qu'il s'apprête à les voir, il est prêt à les voir. Le sociologue, il va voir autre chose. Il va voir que les gens ont plutôt des écarts de richesse ou de classe sociale qui sont définis par un tas de facteurs, ou je sais pas, ou encore un musicien qui écoute la musique va pas entendre la même chose que quelqu'un qui n'est pas musicien, parce que son oreille est préparée à entendre des choses, hein, bien spécifiques. Autrement dit, le rôle de l'esprit, c'est de prendre les devants, hein. Et autrement dit, si on revient au cas de la, de la science, hein, de commander donc aux forces naturelles, hein, et c'est ça qui va en fait vraiment bouleverser complètement le rapport de la nature, c'est que la science nouvelle va permettre de commander la nature. La science nouvelle se fonde sur cette nouvelle posture, hein, que Kant a analysée, que Galilée a inventée, que Kant a analysée, hein, et c'est cette nouvelle posture qui permet un rapport entièrement nouveau de l'homme à la nature à travers donc la technique. Ce sera évidemment le prochain, l'objet de la prochaine séance, la séance 8, hein, on va parler de la technique et de la science moderne. Voilà, à partir du XVIIe siècle. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.